Si vous faites partie des gens avec qui je parle souvent sur Instagram, vous savez que j'ai souvent pour l'habitude de dire qu'un bon héros est un bon héros parce que le méchant est effectivement très bon. Yo les deux, je m'appelle Steven Dalmier et aujourd'hui je me suis enclenché pour parler cinéma et plus particulièrement pour parler des méchants de saga. Alors pourquoi déjà j'ai choisi de parler des méchants de saga uniquement? Parce que des méchants au cinéma il y en a énormément, il y en a beaucoup aussi qui me plaisent et ça aurait été tout bonnement impossible de faire un classement entre les méchants de saga, les méchants normaux. Alors dites-moi d'abord en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo à chaque fois sur les méchants au cinéma, sur les méchants dans les séries, mais aujourd'hui on va s'attaquer aux méchants de saga. Le 8e du classement, aussi étonnant soit-il, parce que je suis sûr que vous n'y avez pas pensé, d'ailleurs quand je vous ai demandé sur Instagram vos méchants préférés, il a été sorti à aucun moment, c'est le T-Rex dans Jurassic Park. Oui, c'est un méchant, je suis désolé. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Le T-Rex de Jurassic Park est pour moi l'exemple même du cinéma et des différentes époques que l'on a connues. On a des effets spéciaux dans Jurassic Park qui sont pour l'époque tout simplement révolutionnaires et d'ailleurs Steven Spielberg a cassé les codes du cinéma grâce notamment aux Dents de la Mer mais aussi à Jurassic Park. Et le pire c'est que quand on le revoit encore aujourd'hui, le film n'a pas du tout vieilli je trouve, en tout cas concernant le design et l'intégration des dinosaures dans le film. C'est vrai que pour moi ça n'a pas vieilli et c'est toujours aussi bien fait et peut-être même mieux fait, c'est ça le pire, mieux fait que certains films actuels au cinéma en 2020. C'est pas uniquement pour cette seule raison, c'est vrai que la mise en scène autour du T-Rex était assez insane. Je pense que si je fais un espèce de micro-trottoir où je demande aux gens ce qui se rappelle le plus dans Jurassic Park, il y en a beaucoup qui vont me dire la scène de la cuisine avec les deux dinosaures, je crois que c'est des vélociraptors d'ailleurs, mais aussi cette fameuse scène de la route où il y a un accident, où le T-Rex sort du grillage et là tu vois un gros plan sur l'œil du T-Rex qui regarde par la fenêtre de la voiture. C'est grave flippant. Là, on sentait bien à ce moment-là qu'on n'avait pas du tout envie d'être dans la voiture. Et d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire, parce que j'y pense, à me dire tout simplement votre scène préférée ou votre scène que vous vous rappelez de Jurassic Park. En 7e position se place Ivan Drago de Rocky 3, je crois. C'est stupéfiant de voir la condition de ces deux hommes. Mais le champion russe a l'air terrifiant. Je vais te briser. Ça veut dire quelque chose. C'est mon Rocky préféré de toute la saga. Il incarne parfaitement bien ce qu'était un méchant avant au cinéma, même si on va éviter de parler des complots communistes américains versus russes. Mais c'est vrai que Ivan Drago est un peu le symbole même, je trouve, de la puissance et finalement le symbole même de ce que je pense des méchants. Parce que rétrospectivement parlant, quand tu vois Rocky qui est un très bon boxeur au départ, tu sais qu'il a aucune chance face à Ivan Drago à chaque fois parce que Ivan Drago, t'as je crois 2 minutes de scène où tu le vois s'entraîner, t'as pas besoin de plus de ça. Tu sais au bout de 2 minutes que le mec il te donne un coup de poing dans un immeuble, l'immeuble est détruit. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire là-dessus. Et pour moi, ouais, c'est l'exemple typique du méchant qui détermine le héros parce qu'au final, Rocky va s'entraîner pour essayer de battre Drago justement. Et au début, il se fait, mais alors, démonter. Ce méchant, en fait, te donne vraiment l'impression, grâce aussi à Rocky, que rien n'est impossible dans la vie et la bande-son de Rocky le montre très bien. Il incarne parfaitement bien le challenge et même si il n'est pas vraiment bien développé parce que finalement, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas trop ce qu'il fait, voilà, tu sais pas trop grand-chose de lui, mais tu arrives quand même à t'attacher parce que c'est un personnage que tu adores détester et ça on aime tous. Il y a tous des personnages comme l'handicapé dans Sex Education par exemple que l'on aime détester mais qu'on aime insulter aussi devant l'écran. Passons de suite en 6e position du classement qui n'est d'autre que Dark Vador. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi ou qui est Dark Vador ? C'est vrai que c'est quelqu'un, même si je n'aime pas Star Wars, et voilà, je suis le seul, je crois, à ne pas aimer Star Wars dans la pop culture, mais ce n'est pas grave, c'est quand même un méchant que j'ai grave kiffé, et notamment grâce à l'épisode 3, voilà, c'est plus grâce à ça, à l'évolution de Dark Vador finalement, parce qu'il y a toute son évolution de personnage avant. Le mec est un symbole même de la puissance, du gouvernement, il en impose, il a besoin de rien dire, le mec, tu le vois, tu fermes ta gueule, tout simplement. Et je sais pas, je trouve que là aussi, Dark Vador a vraiment amené quelque chose au cinéma, en tant qu'écriture de personnage, en tant que développement. Mon 5e méchant que j'ai choisi pour ce classement, ça va peut-être vous étonner, mais c'est Thanos. Et ouais, j'ai pas mis Thanos en numéro 1 comme beaucoup pouvaient s'y attendre je pense. Mais déjà Thanos, faut savoir que moi j'aime ce personnage mais uniquement dans Infinity War. Dans Infinity War, il est montré en tant que
anti-héros, on va dire. On sait que c'est un méchant, mais c'est vrai que le personnage principal dans Infinity War, c'est un peu Thanos, donc c'est plus un anti-héros qu'autre chose. Et ils étaient de toute façon obligés de le traiter comme ça, je pense, parce que s'ils l'avaient juste traité comme ils l'ont traité dans Endgame, en tant juste que méchant, qui veut tout détruire, qui veut se venger... Ouais, parce que dans Endgame, je trouve que Thanos n'a rien d'intéressant, sauf justement ce qu'il a amené dans Infinity War finalement. C'est pour ça du coup qu'il se trouve uniquement, j'ai envie de vous dire, à la 5e place du classement. C'est vrai que c'est un personnage que j'ai bien aimé, c'est un personnage évidemment qui a beaucoup apporté, qui a fait que nos héros se sont développés, qui a fait aussi que certains héros meurent, rip Tony Stark, j'ai envie de vous dire. Et attention, c'est vrai que même si je n'aime pas trop Thanos dans Endgame, je pense qu'ils n'ont pas pu faire autrement, et je pense qu'ils ont bien fait surtout de pas faire autrement, parce qu'il a déjà eu tout un film qui dure 3 heures je crois, dans Infinity War, où justement le mec était personnage principal. Et c'est vrai que factuellement parlant, et quand on prend un peu de recul, le Thanos de Endgame et le Thanos de Infinity War n'ont vraiment rien à voir entre eux. On a même parfois l'impression que c'est deux personnages différents, vu qu'il y en a un dans Infinity War qui va beaucoup plus parler philosophie, qui va être diplomate, qui va essayer de s'expliquer, on va dire. Et dans Endgame, c'est plus le mec qui va appeler son armée, qui va essayer de défoncer tout le monde. Et on sent pas trop le fait qu'il soit malin et intelligent dans Endgame, je trouve. C'est vraiment dans Infinity War que le personnage est développé. En 4e position, j'ai placé Loki. Oui, j'ai placé Loki avant Thanos parce que Loki, ça reste mon bébé de méchant du MCU tout simplement. Sir, please put down the spear. Qu'est-ce que je peux dire sur Loki? Tout simplement qu'il est super intéressant parce qu'en fait, il joue sur les deux tableaux. Et en termes de développement de personnage, ça peut nous amener vraiment n'importe où. Et c'est un personnage qui va tout le temps évoluer grâce à sa malice. La preuve, c'est que à chaque fois qu'on avait l'impression qu'il était mort, finalement, le mec nous a montré qu'il ne l'était pas. Et donc, son développement continuait encore et tu avais l'impression que c'était un personnage qui pouvait sans cesse se renouveler et sans cesse se surprendre. Incarné d'ailleurs superbement par Tom Hiddleston, qui d'ailleurs n'hésite pas à faire un petit peu d'humour. Et c'est quelque chose que j'adore dans le Loki du MCU. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est drôle, c'est qu'il incarne, je pense, parfaitement la parodie extrême, entre guillemets, de la haute société dans le monde, finalement. Parce qu'il va trouver que, justement, se placer au-dessus des autres, trouver qu'on est plus puissant que certaines autres personnes, et en plus, le dire devant tout le monde et l'affirmer, il trouve que c'est complètement normal, du coup, et c'est ça qui le rend totalement attachant, c'est qu'il est un peu aliéné, alors qu'il est un petit peu montré comme un homme parfois. Donc voilà, il joue aussi, là aussi, sur ces deux tableaux. On a appris récemment que dans Avengers, apparemment, il était un petit peu sous l'influence de la pierre de l'infinité qu'il possédait donc du coup dans son sceptre. Dans Ragnarok, il est un petit peu plus montré comme un gentil. Et voilà, ça fait un petit peu tout le temps ça, et on a envie de savoir finalement, mais quitter Loki vraiment, c'est ça qui nous intéresse, on est curieux parce que ce personnage est mystérieux. En 3e position, le bouffon vert de Sam Raimi dans le premier Spider-Man. MJ and I, we're gonna have a hell of a time. C'est un personnage qui m'a tout bonnement marqué de ouf quand j'étais gosse. William Dafoe, qu'est-ce que je peux dire dessus? Il joue juste extrêmement bien le personnage. Je pense qu'il était fait pour ce rôle. Ils ont bien fait d'ailleurs. C'est vrai que William Dafoe se débrouille super bien en tant que psychopathe, je trouve. Je trouve qu'il est super bien développé. De base, c'est un père qui se veut pas trop attentionnant envers son fils, mais qui lui montre son amour un petit peu différemment. Ce que les jeunes de l'âge de Harry ont l'habitude d'avoir, on va dire. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il est donc infecté par ce poison qui le transforme donc en bouffon vert, il y a la vengeance qui rentre en jeu, le pouvoir, la puissance, la domination. C'est des choses finalement que l'on retrouve plus généralement dans les personnages qui ne sont pas intéressants. On parle notamment de Darkseid dans Justice League, je crois, qui était juste là pour défoncer toute la planète sans aucune raison. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne le connais pas, tu t'en fous de ce personnage. Et le bouffon vert, il arrive à avoir les mêmes intentions, mais avec, je sais pas, ce petit plus qui fait qu'il est attachant. Cette petite schizophrénie aussi, parce que dans le film, il montre bien que d'un côté, t'as en gros Norman Osborn qui essaie de vivre tant bien que mal, et t'as l'impression que parfois, il y a le côté bouffon vert qui prend un peu le dessus. Et le bouffon vert fait aussi preuve d'une extrême violence, je trouve. C'est quelque chose qui me manque un petit peu dans le MCU, c'est-à-dire que j'ai jamais vu une scène finale dans le MCU comme j'ai pu voir dans Spider-Man 1. T'as l'impression qu'il va tuer Spider-Man, que t'as des gros plans sur les yeux de chacun, c'est violent, c'est impactant, et c'est ça aussi qui fait qu'un personnage, qu'un méchant va être important, parce que tu sens vraiment qu'il menace le héros, comme c'était le cas dans Spider-Man 1. Deuxième méchant préféré de saga, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de la saga, peut-être la plus grosse saga, la plus appréciée des fans, c'est Voldemort.
Je trouve qu'il a énormément de mérite parce que c'est un personnage qui est vraiment là durant quasiment, en tout cas, tous les films. En tout cas, il est là d'une façon ou d'une autre à tous les films. Et c'est un personnage qui va vraiment évoluer, mais qui ne va pas pour autant changer, comme ça a été le cas par exemple avec Thanos de Infinity War et Endgame. Là, Voldemort va vraiment garder le même caractère au long de tous les films Harry Potter, mais en même temps, il va évoluer. Je pense que ce que je préfère chez Voldemort, c'est vraiment le fait que si il existe, c'est parce que Harry Potter existe. Et finalement, il a créé sa propre faiblesse, notamment grâce aux Horcruxes. Et c'est lui, sans le vouloir, qui a créé la prophétie qui fait qu'il va mourir à la fin. Je trouve que Voldemort est vraiment l'iconisation parfaite de la personne qui cherche trop à avoir du pouvoir, qui va finalement causer sa propre perte à cause de son égoïsme. Parce que oui, le mec, il va quand même aller piquer la baguette magique de Dumbledore, alors que celle-ci est bien trop puissante déjà de base pour qu'il puisse la manipuler correctement. Et en plus, la baguette ne l'a pas choisie. Il essaie donc de contrer les choses naturelles, comme il le fait souvent en tuant des gens par exemple. Sauf que cette fois, ça va lui retomber sur la gueule, la baguette va se briser et il se prend le sort d'Harry et il meurt tout bonnement à la Thanos. Voldemort, c'est vraiment un personnage qui a fait grandir Harry Potter, qui a aussi fait grandir ses spectateurs, parce que à l'époque, quand on suivait un par un les films Harry Potter, on était en train d'évoluer aussi en même temps. Donc on a vécu en même temps face à lui, et c'était vraiment quelque chose de dingue de se dire qu'il ne fallait pas prononcer son nom, quoi. Mon top 1, mon méchant préféré, toute saga confondue, c'est bien évidemment le Joker dans The Dark Knight. Donne-moi une raison de ne pas demander à mes hommes de te faire la peau. Un petit tour de magie, peut-être? Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada! Il a disparu. Je pense qu'il fait partie des personnages dans toute ma vie que j'ai pu voir à l'écran qui ont contribué à me faire apprécier le cinéma. J'ai par exemple découvert grâce à The Dark Knight ce qu'était une notion d'acting, parce qu'avant quand on me disait qu'un acteur il jouait bien ou il jouait mal, c'était pas vraiment quelque chose dont je me rendais compte, j'avais pas cette notion. Je suis vraiment tombé amoureux de ce personnage, vraiment, il est psychopathe, il est en même temps attachant parce que tu comprends plus ou moins ses ambitions, tu sais que c'est un gars qui est contre la société, tu sais que n'importe qui dans la planète pourrait très bien devenir comme lui. C'est vraiment quelque chose qui a été très bien montré, je trouve, dans la nouvelle adaptation sortie en 2019. D'ailleurs, ce film, je ne trouve toujours pas de point négatif, c'est très frustrant. Et pour moi, Heath Ledger a très bien interprété, et je pense qu'une meilleure interprétation pour son rôle de Joker dans The Dark Knight n'aurait vraiment pas été possible. Je pense qu'il a donné le maximum de ce que le rôle pouvait lui donner de base. Genre, le mec s'est quand même enfermé pendant des mois dans une chambre d'hôtel pour travailler son rire, pour travailler ses expressions, pour travailler les clowns, la solitude. Le mec, c'était un bourreau de travail. RIP Heath Ledger, vraiment, je pense que ça aurait été vraiment un acteur de malade qu'on aurait vu partout. C'est bien dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Et en attendant, il a placé son flambeau où il fallait avec Joaquin Phoenix, qui lui fait un excellent travail, adapté différemment certes, mais un excellent travail quand même. Donc là, le Joker, vraiment, je pense que c'est un personnage qui n'est pas prêt de mourir au cinéma, et ça fait plaisir. N'hésitez pas du coup à me faire votre classement à vous en commentaire, je vais regarder tout ça dès que la vidéo sera publiée évidemment. On se retrouve comme toujours sur les réseaux sociaux, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, on est bientôt 700 quand même, ça fait plaisir et ça commence à faire nombreux, je suis assez content. Prenez soin de vous les dos, on se retrouve très vite, des bisous les dos.